Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Laïcité à l'école, réforme de la voie professionnelle, mixité sociale, défiance vis-à-vis du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. L'actualité de l'éducation est chargée. On la commentera avec notre invité, le secrétaire national du Parti socialiste, Yannick Trigance. En deuxième partie d'émission, on vous fera découvrir la discipline positive, une démarche qui encourage le développement des compétences émotionnelles et sociales chez l'enfant. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Loïc Landreau nous racontera comment l'Inde a totalement supprimé l'histoire de l'islam de ses programmes scolaires. Loïc, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec ces courriers de rappel à l'ordre envoyés aux élèves dilettantes. C'est la conséquence de l'organisation des épreuves anticipées du bac au mois de mars. Depuis qu'ils ont reçu leur note de spécialité, les lycéens peuvent calculer 82% de leur résultat final. Donc ils savent déjà s'ils ont leur bac ou pas. Et on l'a déjà dit évidemment sur ce plateau, beaucoup se sont démotivés et ne viennent plus en cours. Mais ça y est, le rectorat et les proviseurs ont décidé de réagir. Ces derniers jours, ils ont envoyé des courriers de rappel à l'ordre aux parents d'élèves absentéistes avec, il faut le dire, quelques petites menaces à l'intérieur, puisque ces lettres rappellent notamment que le livret scolaire examiné par le jury final porte sur les 3 trimestres complets et que s'il manque quelques points pour avoir le bac ou bénéficier d'une mention, l'absentéisme pourrait faire pencher la balance vers le négatif. Le courrier rappelle aussi que le 3e trimestre compte également sur Parcoursup dans la phase complémentaire pour ceux qui n'auraient pas obtenu leur premier vœu. Voilà, petit message à tous les élèves qui ne vont pas en cours, retournez-y. Et peut-être au ministère pour peut-être modifier le calendrier scolaire. Effectivement. D'un côté comme de l'autre. Voilà, je ne sais pas. Sur un tout autre sujet, le ministère de l'Éducation a publié les chiffres d'atteinte à la laïcité à l'école. Environ 500 cas ont été recensés en mars, des chiffres en hausse par rapport au mois précédent. Interrogé sur France 3 ce dimanche, Pape Ndiaye a précisé que ce pic est habituel chaque année en raison de l'observation du Ramadan. Il a annoncé que les données du mois d'avril seraient bientôt rendues publiques et qu'elles témoigneraient d'un retour à la normale, c'est-à-dire aux environs de 350 cas par mois. Toujours sur France 3 ce dimanche, Pape Ndiaye, donc le ministre de l'Éducation, a évoqué la suspension de 2 professeurs de philosophie. Oui, le 6 mai dernier, effectivement, elle a été officielle, cette suspension pour 3 mois de Franklin Niamzi et René Chiche, enseignants à Rouen et à La Ciotat. Ce sont 2 professeurs agrégés de philosophie. On leur reproche leur prise de position sur les réseaux sociaux, jugée, je cite, complotiste, injurieuse et d'une très grande violence par Pape Ndiaye. Franklin Niamzi estime avoir été sanctionné pour ses critiques régulières contre la politique africaine de la France. Et puis, il évoque aussi une persécution politique. Là où René Chiche, qui avait quand même comparé le pass vaccinal au statut des Juifs pendant la guerre, est un habitué des tweets polémiques, par exemple récemment sur la guerre en Ukraine. Interrogé sur Sud Radio il y a quelques jours, il s'en est d'ailleurs expliqué et il appelle à la liberté d'expression en tant que citoyen. Mon syndicat, Action et Démocratie, CFE-CGC, va faire de cette affaire une cause nationale. Pourquoi ? D'abord parce que les professeurs et les fonctionnaires en général, et les professeurs en particulier, ne sont pas des sous-citoyens. Et on ne peut pas dévoyer à ce point l'obligation de réserve pour leur interdire de porter des jugements critiques sur des politiques qui sont menées. Oui, c'est la démocratie. René Chiche qui a promis qu'il ne se tairait pas pour autant et qui déplore que ses élèves soient privés de professeurs de philosophie à quelques semaines de l'épreuve au bac. Et pour finir avec cette interview de Pape Ndiaye sur France 3 dimanche, il a été interrogé sur la une du dernier numéro de Valeurs Actuelles qui le qualifie de ministre de la destruction nationale. La voici, la une en question. Regardez-la. Mixité forcée, propagande idéologique, islamisation, effondrement scolaire. Un dossier à charge contre Pape Ndiaye. Le ministre qui a répondu de façon très laconique. Il a dit qu'il ne souhaitait pas s'étendre sur ce sujet. Je le cite. « Quand je vois ce genre de une, je prends ça comme un badge d'honneur. Être attaqué par l'extrême droite, qui a une longue histoire de presse, de Gringoire jusqu'à Valeurs Actuelles, c'est pour moi un sujet de fierté. » Un mot sur la réforme du lycée professionnel maintenant. Le ministre a tenu à préciser sa feuille de route. C'était sur France Info vendredi dernier. Il en a dit davantage sur les filières qui seront supprimées pour être plus en phase avec le marché de l'emploi actuel. Je vous propose de l'écouter.
C'est toute une famille de filières, surtout dans le tertiaire. Donc nous allons, par exemple, à la rentrée, en fermer 80 d'entre elles, ouvrir 150 autres filières dans des lycées, dans les 2100 lycées professionnels, qui sont des filières industrielles, des filières du côté du génie thermique, par exemple, pour tout ce qui concerne la transition écologique, des filières de chaudronnerie, des filières industrielles, par exemple, en lien avec le nucléaire. On a besoin de réindustrialiser le pays, donc on a de très très forts besoins de ce côté-là. Figurez-vous que sur les 10 métiers les plus en tension dans l'économie française aujourd'hui, cela correspond à 10 formations professionnelles. Et on termine avec cette enseignante qui a manifesté son mécontentement, non pas contre la retraite, mais justement pour ne pas partir à la retraite. Et oui, quand on vous dit que l'enseignement, c'est une passion, un sacerdoce, une vocation, en voilà un bel exemple. Elle s'appelle Florence, elle est institutrice en CM1, CM2 à Dourdan, c'est dans l'Essonne, et elle a 67 ans. Le problème, c'est que dans la loi, actuellement, on ne peut pas aller plus loin que 67 ans dans la fonction publique, sauf que Florence, elle ne veut pas entendre parler de retraite. Elle s'est exprimée sur RMC, écoutez-la. C'est une passion qui m'anime. J'ai toujours été dans cette école. J'ai les enfants de mes premiers élèves. Et du coup, j'évolue aussi avec les élèves parce que je me suis mise à l'informatique, je me suis mise à l'imprimante 3D. Tous les ans, avec le professeur de mathématiques du collège, on fait un binôme et puis les enfants envoient un message dans la station spatiale internationale. Et je me dis, dans 2 mois, tout ça, c'est fini. Je pense qu'il devrait y avoir une dérogation en fonction des personnes. Si la personne physiquement est apte, si elle a encore des projets, si elle est capable de faire des choses dynamique, je pense qu'on devrait pouvoir avoir cette dérogation. Une pétition en ligne a même été lancée pour aider et soutenir Florence. Le maire de Dourdan a même écrit au ministère de l'Éducation nationale et là, il a souligné l'évidence. On se plaint toujours qu'il n'y a pas assez de profs, donc pour lui, il faut garder les profs qui ne veulent pas prendre leur retraite. Et de son côté, l'Académie de Versailles voudrait bien prolonger Florence, mais elle ne le peut pas car l'enseignante ne remplit pas toutes les conditions pour obtenir une dérogation. Seule solution, eh bien, c'est la nouvelle réforme des retraites, celle qui est passée au forceps, qui permet aux agents de la fonction publique de travailler jusqu'à 70 ans. Le problème, encore une fois, c'est que les décrets d'application n'ont pas encore été publiés et que Florence pourrait donc se retrouver définitivement à la retraite dès la fin du mois de juin. Franchement, c'est complètement fou cette histoire. Oui. Bon, après tous ces mois, effectivement, de lutte contre cette réforme des retraites. Merci beaucoup en tout cas, Loïc. Laïcité à l'école, évidemment, réforme de la voie professionnelle, mixité sociale, niveau des élèves. On va parler de tous les sujets de l'éducation et ils sont nombreux avec Yannick Trigans, le secrétaire national du Parti socialiste. C'est tout de suite. Bonjour Yannick Trigans. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Grand JT. Je suis ravie de vous recevoir une nouvelle fois. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste. Alors j'aimerais commencer évidemment avec cette une de Valeurs Actuelles qui a fait beaucoup parler. Une qui titre « Pape Ndiaye, le ministre de la Destruction nationale ». Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi je pense que tout ce qui est excessif ne permet pas d'avancer de manière constructive dans les débats. Et l'éducation est un sujet suffisamment sérieux pour les aborder sérieusement. On peut ne pas partager l'essentiel de la politique de l'actuel ministre de l'Éducation nationale. C'est mon cas, et c'est le cas de mon organisation politique, le Parti socialiste. Pour autant, tomber dans les excès et dans l'outrance, ça ne permet pas d'avancer. Alors, ce qui est vrai, aujourd'hui, c'est que notre service public d'enseignement est mis à mal par la politique actuelle du président de la République, je précise, qui est quelque part le vrai ministre de l'Éducation nationale, et son ministre de l'Éducation nationale qui essaie tant bien que mal, plutôt que mal d'ailleurs, d'exister dans le débat sur l'éducation. C'est important ce que vous dites, quand vous dites que le président de la République est lui-même le ministre de l'Éducation nationale. Ça veut dire qu'en fait, vous pensez qu'il gouverne seul totalement le pays et donc le ministère de l'Éducation ? Écoutez, on peut observer que pour la première fois au mois de septembre dernier, c'est le président de la République qui était venu faire un discours de rentrée au recteur et non pas le ministre de l'Éducation nationale. On observe que sur la question toute récente du lycée professionnel, c'est à nouveau le président de la République qui fait des annonces de sa réforme et que le ministre Pape Ndiaye est là plutôt
en spectateur. On observe également qu'à Marseille, lorsque le président de la République s'était déplacé avec Pape Ndiaye, c'est le président de la République qui avait fait des annonces sur l'expérimentation menée dans les écoles de Marseille. Donc ça n'est pas une interprétation de ma part, c'est factuel. Et qu'aujourd'hui, l'actuel ministre de l'Éducation nationale est dépossédé de la question éducative par le président de la République. Alors ce dimanche, le ministre a tout de même réagi justement chez nos confrères de France 3, notamment sur cette une du magazine Valeurs Actuelles. Il est attaqué par les extrêmes et le ministre dit qu'il prenait cela comme un badge d'honneur. Est-ce que c'est la bonne tactique selon vous ? Comme un badge d'honneur, je ne sais pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que le ministre de l'Éducation nationale dise clairement quel projet il a pour l'école de la République. Car aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité de la place de l'école au sein d'un projet de société et que le président de la République traite la question éducative à coup de communication, si je puis dire, et à coup de grandes annonces qui n'ont aucune cohérence entre elles, si ce n'est tout de même la mise en place d'un système éducatif ultra-libéral. On vient de le voir sur la question de la réforme du lycée professionnel. On le voit aussi sur la question de la revalorisation. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, les enseignants et plus globalement la communauté éducative attend de savoir très précisément quelle est la place et surtout quelle est la priorité de l'école au sens très large du terme au sein de notre société. Une école qui doit sortir, selon nous, selon moi, d'une logique de compétition qui est en train de s'aggraver et d'une logique de privatisation rampante de l'école publique. Alors même si effectivement il s'est montré discret, le ministre de l'Éducation a tout de même fait part de ses propositions et de ses projets clairement pour l'école et notamment la réforme du collège. Vous parlez de la réforme de l'enseignement professionnel, aussi de la revalorisation des salaires. On va évoquer ensemble, si vous le voulez bien, Yannick Trigance, tous ces sujets. Dans un instant, j'aimerais juste continuer à parler de ce journal Valeurs Actuelles, non pas pour parler précisément de Valeurs Actuelles, mais pour parler de cette une du ministre de l'Éducation. Le journal évoque, je cite, l'islamisation de l'école sous le mandat précisément de ce ministre, du ministre Pape Ndiaye. Est-ce que vous employez ce terme, vous, islamisation de l'école ? Non, je ne l'utiliserai pas. Je pense que ça n'est pas ainsi que l'on peut aborder la question plus globale de la laïcité dans notre pays et au sein de l'école de la République. Je pense que ce sont des termes d'une radicalité extrêmement violente qui contribuent à attiser les peurs, à stigmatiser une religion précisément. Et donc, je condamne pour ma part ce type de communication. Vous le savez, l'école de la République, elle est au cœur de notre principe constitutionnel. Et en séparant l'école de l'Église, en assurant la liberté de conscience des maîtres et des élèves, en distinguant les croyances personnelles, libres et variables des connaissances communes et indispensables à tous, c'est de cette manière-là que déjà, en 1883, Jules Ferry a posé les bases pour un enseignement laïque qui perdure d'ailleurs jusqu'à nos jours. Ce qui est vrai, c'est que la tâche des enseignants aujourd'hui, elle est ardue, puisque d'un côté nous avons, et c'est une bonne chose, la loi d'orientation de 2005 qui leur demande de faire partager les valeurs de la République, et dans le même temps, notre République, elle peine souvent elle-même à défendre ses propres valeurs. Et que l'enjeu majeur, selon moi, de notre époque, c'est de faire comprendre aux élèves que non seulement la laïcité n'est pas anti-religieuse, mais que bien au contraire, elle garantit à tous les croyants la possibilité de pratiquer leur religion en dehors du temps scolaire et dans le respect de l'ordre public. On a un peu tendance à l'oublier de nos jours. On a tendance d'ailleurs à oublier également que la laïcité, c'est d'abord une liberté, c'est la liberté de conscience qui permet de croire, de ne pas croire, c'est la liberté de pratiquer une religion dans la mesure où les manifestations de l'expression religieuse, bien sûr, ne remettent pas en cause l'ordre public. Et puis la laïcité, deuxièmement, c'est aussi le respect du principe d'égalité. La séparation des églises et de l'État, elle permet d'assurer l'égalité entre tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions, athées, agnostiques, croyants,
qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et troisièmement, enfin, la laïcité, c'est une condition de l'idéal républicain de fraternité. Elle s'oppose en fait à ce qui divise et à ce qui sépare. Et elle est donc un facteur de concorde. Alors justement, vous le dites, hein, c'est un facteur d'égalité pour tous, une manière de pouvoir pratiquer librement ça ou ses religions, sa pratique, ses croyances ou non. Pour tous les jeunes qui justement sont contre ce principe-là et qui préfèrent effectivement arborer certains signes distinctifs religieux à l'école, le principe d'égalité, de fraternité et de liberté est remis en question du fait de ne pas pouvoir aller à l'école avec les vêtements qu'ils souhaitent, tout simplement. Qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis que la séparation de l'Église et l'État, elle s'est historiquement effectuée en séparant d'abord les programmes de la religion. C'est une réalité historique. Et que, en fait, la République, elle considère que pour appartenir à l'humanité, il n'est ni indispensable de croire, ni indispensable de ne pas croire. Et que, d'ailleurs, en ce sens, l'enseignement du fait religieux à l'école, elle a permis de passer de ce que j'appelle une laïcité d'incompétence à une laïcité d'intelligence. Et elle a permis d'enrichir la culture générale des élèves sans porter atteinte à leur liberté de conscience. On a le droit de parler de la religion à l'école. Bien évidemment, il y a l'enseignement du fait religieux. Simplement, au sein de l'école, il y a une distinction fondamentale qui est faite. C'est la différence entre la connaissance rationnelle et la croyance. C'est la différence et la distinction entre le prosélytisme et l'enseignement argumenté. C'est la distinction entre le professeur et le prophète. Et c'est la distinction entre l'élève et le disciple. Et donc, contrairement à ce que certains veulent bien dire, la laïcité, ce n'est pas la neutralité des valeurs. Vous savez, c'est Jaurès qui disait « il n'y a que le néant qui soit neutre ». Donc, la laïcité, ça n'est pas la neutralité des valeurs. C'est qu'aujourd'hui, ce principe de séparation et d'exclusion, et d'inclusion, pardon, il s'est fait sur le long terme. Et il s'est fait grâce à l'école. Parce que la mission de l'école aujourd'hui, c'est de faire partager et d'assurer la pérennité des acquis républicains. Et c'est le ciment entre tous les élèves. C'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas, l'école n'est pas l'ennemi des religions, bien au contraire. Elle est le lieu où on peut parler, où on peut apprendre à connaître dans le respect de la liberté de conscience. Ici, dans le Grand JT d'éducation, bien entendu, mais aussi chez tous nos confrères et partout chez les Français, au sein même des familles, on parle beaucoup de religion en ce moment. On impute ça effectivement à la crise, à l'inflation, à une période qui est extrêmement difficile. Pourtant, au sortir de la guerre, et même à des périodes qu'on a connues aussi difficiles, qu'ont connues nos parents, on ne parlait pas autant de religion. Pourquoi, selon vous, c'est un sujet qui revient tout le temps dans le débat public ? Je pense qu'il y a une partie, on va dire, de politique politicienne, au sens où une infime partie de la classe politique et d'un certain militantisme politique radical n'accepte pas ce principe de séparation et veut précisément faire que la religion s'immisce dans le politique. Et vous savez qu'à chaque fois que la religion s'immisce dans le politique, c'est là que nous avons les conflits et que nous avons les guerres. Je rappelle que les plus grandes guerres sont des guerres de religion, que nous avons eu des pays, d'ailleurs pas si loin de chez nous, en Irlande du Nord. À chaque fois, par exemple, à chaque fois que le religieux veut s'immiscer dans le politique, c'est là qu'il y a un problème. Et pour revenir à la question de l'école, elle reste le lieu de la connaissance, pas celui de la transmission de la croyance. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et que le travail, effectivement, des enseignants, qui n'est pas un travail simple, c'est d'aborder ces questions sous cet angle-là. C'est-à-dire que la croyance qui engage une vérité personnelle et révélée hors de l'école ne saurait être confrontée au savoir qui est enseigné à l'intérieur de l'école. Et c'est tout l'enjeu de se vivre ensemble au sein même
de l'école. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que contrairement à ce que les détracteurs justement de la laïcité nous disent sur la question de l'école, c'est qu'à l'école, une affirmation identitaire, individuelle ou collective, elle n'est pas illégitime. Elle n'est pas illégitime, et d'ailleurs une solidarité de groupe ne conduit pas obligatoirement au communautarisme, et qu'on a là un paradoxe. C'est-à-dire que la République, elle a dû séparer pour rassembler. Mais séparer, ça ne veut pas dire exclure. Oui, mais aujourd'hui, il y a une extravagance. Là, tout le problème est là. C'est qu'aujourd'hui, de dire séparer pour rassembler, là, en ce moment, on ne sent pas du tout un esprit de rassemblement, que ce soit d'une part verticale, c'est-à-dire du gouvernement vis-à-vis du peuple, et que ce soit à l'horizontale, c'est-à-dire les peuples, entre guillemets, entre eux. Donc, que se passe-t-il en France pour que, pardon, et je reviens aux chiffres et à l'école pour ce qui nous concerne, les chiffres, justement, d'atteinte à la laïcité sont en hausse. 500 cas recensés en mars. Cette hausse a été observée, notamment selon le ministre de l'Éducation, par l'observation du Ramadan. Est-ce que le principe de la laïcité de manière générale est vraiment respecté aujourd'hui à l'école par les professeurs, les parents et les élèves? Alors, d'abord, je voudrais dire que la stigmatisation à l'endroit d'une religion, en l'occurrence la religion, l'islam, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Oui. On a de tout temps dans l'histoire de l'école de la République connu des périodes difficiles. Je vous rappelle les conditions dans lesquelles s'est effectuée la séparation de l'Église et l'État. Pour le coup, ce n'était pas l'islam à l'époque, hein. C'était le catholicisme. Donc on a connu dans l'histoire de notre pays des phases successives. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui par rapport à cela, c'est que politiquement, il y a quand même un sujet, notamment à l'endroit des enseignants et des équipes éducatives et des chefs d'établissement à qui, moi, franchement, je tire mon chapeau. J'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour le travail qui est fait par les enseignants dans des conditions parfois pas simples. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? Il y a une forme de désarroi de certaines équipes éducatives et de certains chefs d'établissement par rapport à des situations émergentes, récurrentes, sur un sujet précis, à savoir par exemple la tenue des questions vestimentaires comme l'abaya, dont on parle souvent dans l'actualité. Mais quel est aujourd'hui le soutien dont disposent les équipes éducatives? Parce que le dialogue, il est recherché quand ces sujets-là émergent dans les établissements scolaires. Mais, disons-le très clairement, ils le disent eux-mêmes, les enseignants, les chefs d'établissement, plus globalement les équipes éducatives, sont souvent désorientées pour faire le tri, très concrètement, entre vêtements ostentatoires, provocations ou effets de mode. Je vous entends, Yannick Rigance, mais est-ce que c'est pas parce que justement, pardon de vous couper, hein, mais c'est pour pouvoir justement dialoguer et essayer de comprendre ensemble, faire avancer le point de vue ensemble. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas justement parce que le dialogue entre le chef de l'État finalement et les Français est rompu, ou si il n'est pas rompu, en tout cas compliqué, et donc c'est au directeur des établissements de prendre des décisions que normalement il n'aurait pas à prendre, et aux professeurs d'avoir cette lourde charge qu'ils ne devraient pas avoir? Alors là, il y a quand même un paradoxe. Oui. C'est-à-dire, vous avez tout à fait raison d'évoquer le caractère injonctif de la gestion présidentielle de notre pays, avec des réformes descendantes. On l'a vu sous Jean-Michel Blanquer. On le voit encore là avec l'annonce de la réforme du lycée professionnel qui est faite sans aucune concertation et qui est assénée aux équipes éducatives. Par contre, dans le type de situation que l'on évoque, là, on a une absence de parole et présidentielle et ministérielle, et qu'il y a urgence à sortir des ambiguïtés ministérielles et présidentielles. Alors le président, il parle jamais. C'est comme sur la mixité sociale, pour le coup, sur ces sujets-là, on ne l'entend pas. Autant on l'entend sur d'autres sujets, mais sur ceux-là, on ne l'entend pas. Soit parce que ça ne l'intéresse pas, soit parce qu'il ne veut pas rentrer dans le sujet. Mais en tout état de cause, ce que je dis, c'est qu'il y a une urgence à sortir des ambiguïtés ministérielles. Il faut sortir de ces consignes, il faut sortir des consignes qui soient claires, qui soient précises, qui soient concrètes pour les enseignants, afin qu'ils puissent s'appuyer sur des directives qui soient des directives stabilisées. Elles ne le sont pas aujourd'hui. Les chefs d'établissement le disent et le répètent, et que là, il y a une carence politique dans la consigne, dans les orientations pour aider et pour assister les équipes éducatives. Donc vous voyez, il y a là un paradoxe entre une gestion jupitérienne
du pouvoir, descendante, injonctive. Et là, pour le coup, sur ces sujets-là, il y a une absence complète de soutien au corps enseignant, aux équipes éducatives, en donnant un certain nombre d'éléments précis pouvant les aider. Ils le disent eux-mêmes. Yannick Trigans, il nous reste que 3 minutes. J'aimerais vous faire réagir quand même sur d'autres sujets qui sont aussi très importants. Et bien entendu, vous recevoir sur ce plateau très prochainement pour pouvoir parler plus amplement des sujets. Avec joie, mais la revalorisation des enseignants, on a parlé ici ensemble, vous et moi, évidemment on en parle aussi avec toutes les personnes qui travaillent évidemment à la politique de ce pays. Le président avait promis une hausse de 10% du salaire des enseignants sans aucune condition. Évidemment il n'en est rien puisque la revalorisation est justement conditionnée de toutes parts, hein. C'est un peu le vieux mantra sarkozyste, travailler plus pour gagner plus. Qu'en pensez-vous? Qu'en est-il aujourd'hui? Que faire avec ce que l'on a aujourd'hui devant nous et ce que le président et le ministre, d'abord Blanquer puis Pap Ndiaye, ont proposé ensuite? Écoutez, d'abord, c'est effectivement, vous venez de l'évoquer dans votre propos, à juste titre à mon sens, c'est que c'est d'abord le reniement d'une promesse du candidat Macron, puisque dans la campagne présidentielle, il avait promis d'augmenter de 10% tous les professeurs sans condition aucune. Donc en gros, c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais, puisqu'il y a un document ministériel qui démontre que ce propos est faux et que ce que dit le ministre Ndiaye est faux sur la revalorisation de 10%, puisque le document ministériel, il précise que les hausses de rémunération vont atteindre 10% uniquement pour les enseignants qui ont entre 6 et 8 années et demie de carrière. Mais à partir de 15 ans de métier, la hausse, elle ne va être plus que de 4% et de 3% pour les enseignants en fin de carrière, dans un contexte où l'inflation reste supérieure à 5%. Donc on voit bien que là, c'est une promesse qui n'a pas été tenue, que c'est un mensonge. Je rappelle quand même que les enseignants français sont ceux qui font le plus d'heures devant les élèves. Ce sont eux qui ont les classes les plus chargées des pays de l'Union européenne. Il leur faut 35 ans pour passer du salaire de départ au salaire le plus élevé, contre 26 ans en moyenne dans les pays de l'OCDE. Et donc on mesure l'insuffisance de cette revalorisation, qui n'en est pas une, puisque ça va être le travailler plus pour gagner plus, vous l'avez dit, ou avec ce fameux pacte, eh bien, on est renvoyé à l'ère sarkozyste. Et que donc, il y a des mesures qui auraient pu et qui devraient être prises. J'ai cité notamment dans une tribune le calage du point d'indice à minima sur l'inflation, également arrêter avec les primes qui ne sont pas prises en compte dans les retraites, une révision des grilles indiciaires sans exclure aucune profession, bien évidemment, de l'éducation nationale. Yannick Trigans, on manque de temps, donc ça va être ma dernière question, mais je vous invite, dès que vous le pouvez, sur ce plateau pour pouvoir parler, et dès surtout que nous aurons des annonces du ministre Pap Ndiaye sur la mixité sociale. On fera une émission consacrée à cela. J'aimerais en revanche rebondir sur le lycée professionnel. Le gouvernement choisit de professionnaliser les étudiants davantage des lycées de l'enseignement professionnel en allongeant la durée des stages au détriment, en tout cas, c'est ceux qui sont contre ces projets-là qui le disent, au détriment des apprentissages fondamentaux, de l'acquisition des savoirs. J'aimerais votre position là-dessus. Est-ce que cela peut être une solution à l'heure où on recherche de la main-d'œuvre et on recherche en fait beaucoup de jeunes sur le marché du travail? Écoutez, le projet de réforme du lycée professionnel par Emmanuel Macron, encore une fois, parce que c'est lui qui annonce et non pas le ministre Ndiaye, c'est une logique ultra-libérale. C'est-à-dire qu'en fait, il transfère les logiques éducatives vers l'entreprise, dans l'objectif d'une professionnalisation précoce des élèves au détriment du temps d'enseignement qui avait déjà été réduit avec la réforme de 2019. Il conditionne en même temps la revalorisation des enseignants des lycées pro à une augmentation des charges de travail, toujours le travailler plus pour gagner plus, et il accentue le rapprochement entre les entreprises et les établissements scolaires avec une augmentation de la durée des stages. C'est évidemment un choix délibéré d'une logique libérale qui relègue au second plan, et je trouve ça extrêmement grave, l'acquisition d'une culture commune et d'une émancipation par les savoirs et les connaissances pour quand même un tiers des lycéens de notre pays, et notamment majoritairement issus des milieux les plus modestes. Je rappelle par exemple que ces lycéens-là ne bénéficient déjà pas d'un enseignement de la philosophie. Au nom de quoi n'auraient-ils pas droit à la philosophie? Et là, on va encore leur diminuer le temps des enseignements généraux. Et donc, je trouve ça extrêmement grave. C'est une régression et c'est surtout, finalement, livrer notre jeunesse au patronat au sein des entreprises.
Merci beaucoup Yannick Trigance d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du Parti Socialiste et j'espère vous retrouver sur ce plateau très prochainement. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Marie-Laure Deblic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. On vous accueille avec joie car vous êtes formatrice en discipline positive qui propose donc à partir d'aujourd'hui un sommet en ligne gratuit pour faire connaître cette démarche. Et nous, on a évidemment envie de tout comprendre de cette démarche. Alors, on comprend discipline, on comprend positif. Là, dans les deux cas, ça marche. Ensemble, ça veut dire quoi concrètement ? Comment allier la fermeté et la bienveillance ? C'est un point sur lequel tous les parents se posent la question, tous les enseignants se posent la question. Et cette approche permet vraiment de conjuguer les deux tout le temps et pas l'un puis l'autre. Alors, vous encouragez justement les enfants à développer les compétences émotionnelles et sociales dans un respect mutuel avec les autres. Alors ça paraît assez évident aussi. On se dit qu'à l'école, évidemment, on doit respecter l'autre. À la maison aussi, dans la famille, partout où on va. Ce sont ce qu'on appelle les fameux soft skills. Alors, on en parle dans tous les sens. Tout le monde se dit oui, évidemment, qu'on veut faire la pédagogie positive. Évidemment, qu'on veut être en même temps discipliné et faire régner un certain ordre. Parce que faire régner l'ordre, tout d'un coup, ça paraît un peu extrémiste. Mais comment faire pour justement allier tout ça ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ce fameux sommet que vous mettez en ligne aujourd'hui et qui, je le rappelle, est gratuit ? Alors, ce qu'on va trouver, c'est plein d'outils très différents, dans plein de domaines très différents, mais qui ont tous un point commun, c'est quelle relation je veux avoir avec moi-même et avec les autres. Comment... Déjà, il y a 20 ans de psychanalyse. Sans doute qu'il y a 20 ans de psychanalyse, mais il y a plein d'outils hyper concrets sur... apprendre à se respecter soi. Dans plein de cas, on veut dire, avec nos enfants, on oublie de se respecter nous-mêmes. Et les enseignants aussi. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Comment on est au plus près de nos émotions ? Qu'est-ce qu'on fait pour se respecter soi-même, pour pouvoir respecter ensuite son enfant ? Alors, concrètement, sur le respect de soi, est-ce que j'ai pris du temps pour faire quelque chose qui me faisait du bien aujourd'hui, Marie-Laure ? Est-ce que j'ai pris ce temps-là ? Est-ce que je ne suis pas tout le temps dans l'injonction permanente de « il faut que je fasse tac, 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 tac ». Mais quand on est prof, c'est difficile quand même. Il y a une to-do list forcément à respecter. Bien sûr, il y a une to-do list, il y a un manuel, etc. Enfin, tout est hyper guidé. En revanche, est-ce que moi, en tant que prof face à mes élèves, avant d'arriver face à mes élèves, est-ce que j'ai pris du temps pour me reconcentrer sur moi ? Est-ce que je me suis fait plaisir à moi aujourd'hui ? Est-ce que je me suis recentrée ? Et c'est souvent ça. On va parler de éducation bienveillante, mais on oublie le rapport qu'on a à soi et ce respect de soi. Et donc, ça va être plein d'outils pour amener vers cette discipline qu'on doit avoir avec nous-mêmes, cette fermeté qu'on doit avoir avec nous-mêmes. Oui, ce sont deux mots différents finalement, éducation et discipline. Là, on voit quand même qu'il y a une sacrée nuance. Oui et non. La discipline est un courant éducationnel obligatoire. Vous avez de la discipline dans le sport, vous avez de la discipline dans plein de domaines. Et je ne crois pas que dans l'éducation positive, autant que tel, on entend beaucoup parler en ce moment, on oublie le côté cadre. Il est essentiel. Et pour autant, vous employez le mot discipline et pas éducation ? Oui, volontairement. Parce que pour nous, il est important qu'il y ait ce cadre. Le cadre permet la sécurité, tant pour l'enfant que pour l'adulte. Et c'est vraiment celui-là sur lequel on a envie de mettre le doigt. Cas concret. Allons-y. Loïc, ici présent. Moi. 8 ans d'âge mental, fait une grosse bêtise en classe. Ouais. On veut être aussi bien ferme que bienveillant, ni trop permissif, ni trop punitif. Comment fait-on ? Quelle est la bêtise ? Choisissez une bêtise. Il a écrit sur les murs. J'ai écrit sur les murs. Je remarque que tu as écrit sur les murs, Loïc. Oui. Ouais. Marie-Laure. Qu'est-ce que tu peux faire pour réparer ? Je vais effacer ce que j'ai écrit. Ok. Tu prends quoi pour réparer ? Une gomme. Ok. Et je vais refaire. Tu me montres une fois que tu l'as fait ? Oui, je vais le faire tout de suite. Ça marche vachement bien. En fait, je redonne le pouvoir à l'élève. Oui, c'est ça. En fait, je le mets face à sa responsabilité. Et ça, c'est valable sur une bêtise, mais c'est valable sur une blessure qu'on a pu faire avec les autres. Là, je vais intervenir sur le harcèlement. Quand je viens dans le dur, et c'est la méthode phare. Comment impliquer les personnes qui ont fait du mal aux autres
dans la réparation. Et c'est ça l'outil magique. Et on fait des erreurs. Et il n'y a pas de baguette magique. Dans l'éducation, il n'y a pas de baguette magique. En revanche, on a des outils pour réparer. Ils sont puissants. Alors justement, donc ce sommet est en ligne à partir d'aujourd'hui jusqu'au 16 mai, donc il faut se dépêcher, c'est maintenant, il faut en profiter. On a à peu près 25 conférences, c'est ça ? Exactement. Pour retrouver et 3 lives en direct. Les tips, si je puis dire, toutes les bonnes idées et les situations auxquelles on doit faire face. Mais on peut aussi trouver la conférence « Parents, comment parler du harcèlement justement avec vos enfants ». Vous venez de l'évoquer, ce harcèlement. C'est un sujet qui est tristement d'actualité. Alors comment fait-on pour parler de harcèlement sans tomber effectivement dans le côté terrifiant, sans donner de mauvaises idées à ceux qui n'en avaient pas ? Pour parler aussi aux harceleurs qui n'ont pas forcément conscience de l'être, et bien sûr, aider les harcelés. Là, on se positionne dans la posture de parents. C'était ça, votre question. Ouais. Dans la posture de parents, si on aborde le sujet, déjà avec les enfants, tiens, c'est la semaine du harcèlement, on parle de harcèlement en ce moment, c'est quoi le harcèlement ? Dans l'activité que je vais mener là, lors de la conférence, je dessine un bonhomme sur une feuille. Et je dis aux personnes qui participent, voilà, imaginez que ce petit bonhomme dessiné, c'est un copain de classe, il ne vous parle pas, vous n'avez plus envie de le voir. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? T'es moche, tu pues, enfin... Et encore, je suis très gentille en disant ça. À chaque parole... Heureusement que vous avez parlé à Loïc. À chaque parole difficile, je viens froisser cette feuille. Et à la fin, je me retrouve avec une boule. Et je dis, est-ce que quelqu'un s'est déjà senti comme ça dans la classe ou à la maison ? Moi, je me suis déjà sentie comme ça. Donc, naturellement, je lève la main. Et je leur montre que c'est un sujet sur lequel on est OK, on peut en parler. Et je leur dis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous vous sentez comme ça, de quoi vous avez besoin ? Et on va réouvrir avec nos enfants. Et on va juste pouvoir leur dire, moi aussi je l'ai vécu. Moi aussi j'ai été blessée plusieurs fois, ça pouvait être au boulot, parce que ça arrive partout, dans tous les environnements. Un moment où on est faible. Et leur dire, c'est OK, on peut en parler. Et ça intervient chez tout le monde. Personne n'est à l'abri. C'est un phénomène naturel. On oublie à quel point c'est un phénomène quasiment animal, naturel. On est des animaux vivants. Pensants, mais animaux. Ouais, donc ce rapport de force, en fait. Il est complètement animal. Et les enfants, la première peur des enfants que les enfants ont, c'est de ne pas appartenir. Et c'est ça qu'on travaille, grâce aux travaux d'Adler dans la discipline positive. Ce besoin d'appartenance. Si on n'appartient pas de façon utile, on va appartenir de façon inutile. Si je puis dire. Conférence donc formidable à retrouver sur ce sommet de la discipline positive qui est en ligne dès aujourd'hui jusqu'au 16 mai. Qu'est-ce qu'on tape sur Internet pour trouver ? Sommet, discipline positive. Tout simplement. Vous trouverez sur Google ou sur tous les moteurs de recherche. Voilà, exactement. Merci beaucoup Marie-Laure Debic d'avoir été avec nous. C'était passionnant de pouvoir discuter avec vous. On a bien compris. Attention, vous n'écrivez pas sur les murs. C'est fini, je n'écrirai plus jamais sur les murs. C'est à vous, cher Loïc, pour votre chronique Vue à l'étranger. Merci Marie-Laure. Merci. Cette semaine, Loïc, nous partons en Inde pour parler d'une réforme très controversée des programmes scolaires, puisque le gouvernement actuel réécrit littéralement l'histoire de l'Inde. Oui, imaginez si demain on supprimait totalement de nos manuels scolaires ce qui évoque le protestantisme en France. C'est complètement inimaginable, parce que même si c'est une religion minoritaire aujourd'hui, à peu près 3% de la population, c'est quand même une religion qui a fondé, fait partie de notre histoire de France. Eh bien, en Inde, c'est ce qui est en train de se passer avec la suppression de tout ce qui touche à l'héritage musulman du pays. Alors officiellement, c'est pour alléger les programmes scolaires, pour renforcer la reprise pédagogique après la Covid-19, mais officiellement, c'est une nouvelle charge du gouvernement hindouiste contre les musulmans. Officieusement, oui, justement. Oui, c'est ça. Alors, mais justement, je ne comprends pas le rapport avec l'islam. Pourquoi condamner l'islam comme ça ? On va faire un petit peu d'histoire. En fait, l'Inde est un pays qui s'est fondé à travers de nombreuses invasions de civilisations voisines. Les Grecs, les Chinois, les Parthes qui venaient d'Iran, il y a aussi des tribus issues du Pakistan actuel, entre autres. Bref, dans l'Antiquité, la géographie et la politique ont beaucoup bougé. Et c'est le cas également au début de notre ère avec des invasions turques et afghanes, pour ne citer qu'elles, avec évidemment à chaque fois l'apport de leur culture et de leurs croyances. Mais malgré ces soubresauts, à chaque fois, malgré cette domination arabe, puisque je rappelle que l'islam est apparu au 7e siècle, donc avant on parle plutôt de culture arabe, avant de culture musulmane. Donc à cette époque-là, quoi qu'il en soit, l'hindouisme se développe et il est notamment très prégnant dans le sud du pays. Jusqu'au XVIe siècle et l'Empire
moghol. Voilà, 1526, l'Empire moghol marque l'apogée de la conquête musulmane de l'Inde. Donc que ce soit au niveau religieux, politique, culturel, artistique, le pays se développe avec l'islam jusqu'en 1857. À savoir quand même que pendant toute cette période, les hindouistes pouvaient pratiquer leur foi et leur culture s'ils s'acquittaient d'une taxe. Voilà, c'est le petit bémol. Mais il y a donc historiquement un héritage arabo-musulman en Inde, et c'est ça que le gouvernement veut totalement effacer. D'accord, mais pourquoi ce rejet de tout ce pan de l'histoire ? Eh bien, en fait, parce que le gouvernement actuel est composé de nationalistes hindous, bien représentés par le Premier ministre qui s'appelle Narendra Modi. Il est au pouvoir depuis 2014. Il est lui-même issu d'un groupe paramilitaire extrémiste. Et en 2001, il devient secrétaire général du Bharatiya Janata Party, qui est de droite, nationaliste et hindouiste. Et ce parti, donc, rejette clairement l'héritage musulman du pays. Pour ses partisans, l'Inde est historiquement hindouiste et l'islam n'y a pas sa place. Narendra Modi a même affirmé que le règne des empereurs musulmans était, je cite, une période d'esclavage à effacer. Et depuis plusieurs années déjà, le gouvernement, écoutez bien, a fait changer le nom musulman d'une dizaine de villes et de régions en Inde, et il a détruit des mosquées pour y mettre des temples hindous à la place. Il y a d'ailleurs de plus en plus de cas de violence, de lynchage et même d'appel au génocide contre les musulmans depuis plusieurs années. Et ça continue dans les manuels scolaires. Exactement. Concrètement, en fait, dans les programmes d'histoire au lycée, les 331 années de domination de l'Empire moghol ont été totalement effacées, alors qu'elles sont quand même considérées par beaucoup d'historiens internationaux comme la renaissance culturelle de l'Inde. C'est d'ailleurs dans cette période que le Taj Mahal a été construit. Autre exemple, l'assassinat de Gandhi, abattu par un nationaliste hindou en 1948, a été très édulcoré. Forcément, ça faisait tache sur le tableau. Même chose pour les pogroms anti-musulmans de 2002. Alors les pogroms sont en fait des massacres et des pillages ciblés sur des populations, souvent soutenus, encouragés ou en tout cas officieusement par le gouvernement en place. Et il a été prouvé qu'en 2002, Narendra Modi était le principal responsable des violences perpétrées contre les musulmans, qui avait fait quand même à peu près 2000 morts à l'époque. Et c'est un événement qui a été supprimé purement et simplement par le Conseil indien pour l'éducation. Voilà, donc ce sont quelques exemples. C'est assez inquiétant. Beaucoup d'historiens d'ailleurs parlent même d'obscurantisme, et les musulmans, qui représentent du coup 14% à peu près de la population, sont proches à la fois d'être rayés de l'histoire, mais aussi d'être chassés du pays. Merci beaucoup Loïc pour toutes ces informations effectivement que j'ignorais totalement. Merci beaucoup. Tout de suite, on va retrouver évidemment Malika Ménard et son invité cette semaine, Louis Albi, dans Souvenirs d'écoliers. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Louis Albi. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, tu es chanteur. Yes, exactement. Le grand public t'a découvert il y a très peu de temps, il y a quelques mois, quand tu as participé à la dernière saison de la Star Academy. Exactement. Tu es allé jusqu'en finale. C'est ça. Comment tu l'as vécu cette finale? C'était une super finale en fait. J'étais avec mes copines et on s'est juste amusé. On se mettait pas la pression de qui allait gagner ou pas. Et c'était juste de l'amusement et c'était génial, c'était fou. Et comment tu as vécu le fait de ne pas l'emporter, d'arriver si près du but? Je m'étais préparée psychologiquement. Dès le départ, je m'étais dit je gagnerais pas. Je sais pas comment le dire, comment expliquer, mais j'ai toujours un petit peu des pressentiments. Et je savais que je n'emporterais pas, mais que j'apprendrais, et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe depuis? Depuis, j'ai signé chez Sony, chez Columbia. Donc voilà, j'ai une maison de disques, je suis bien entourée, je prépare mon album, je prépare ma musique à moi. Donc j'ai hâte. Donc en fait, tu n'as pas vraiment pris le temps d'atterrir, tu es direct reparti. Pas du tout, c'est la course, c'est tout le temps la course, je cours partout, mais c'est plein de beaux projets, j'ai hâte. Justement, quel autre projet? L'album, c'est ça le projet principal? C'est le gros projet actuel, c'est l'album, donc qui est en préparation. Et tu fais des dates? Tu vas rencontrer ton public aussi? Alors pour le moment, j'ai pas encore de personnes qui se chargent j'ai pas de tourneur encore, mais ça c'est en discussion aussi. On est en train de voir avec qui je peux travailler pour faire de la scène, parce que c'est ce que je préfère quand même, rencontrer les gens. On va faire un petit flashback, on arrête de se projeter. Yes. Où est-ce que tu es né? Je suis née à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. T'as grandi là-bas aussi? J'ai grandi à Boudy-de-Beauregard, dans mon petit village, voilà. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à mes 20 ans. J'ai toujours été là-bas. T'as toujours resté là-bas? Je suis toujours restée, on est toujours resté dans la maison familiale. Toujours la même maison depuis? Toujours la même maison. Des frères, des sœurs? J'ai un petit frère
Grégoire. Quelle relation tu as avec lui? Au début, on avait une relation très compliquée quand on était petits. Vous avez combien de différence d'âge? On a 1 an et demi. Ouais. Très proche. C'est ça. Et là maintenant? Et là maintenant, on est fusionnels et je peux pas vivre sans lui. Je suis obligée maintenant. Oui, parce qu'il est resté. Oui, c'est ça, mais franchement, on est super fusionnels et c'est mon bébé, quoi. T'étais quel genre d'élève, toi? Moi, j'étais le très bon élève qui faisait rien, qui travaillait pas. Ah, tu travaillais pas et t'avais des bonnes notes? Je travaillais pas du tout, j'avais des bonnes notes et plutôt gentil, calme, voilà, pas problématique, vraiment, j'étais... Et des bonnes notes toute la scolarité? Ouais. À part à la fac. À la fac, ça allait pas? À la fac, j'ai arrêté totalement, j'étais pas... Je voulais faire de la musique, donc j'étais pas motivée. Tu dis que ta scolarité, c'était pas trop un bon souvenir? Ça a été assez compliqué pour moi parce que j'ai vécu beaucoup de harcèlement scolaire, de la primaire jusqu'au lycée. Dès l'école primaire? Ouais, ça a commencé très très tôt. Donc c'est ça qui a été un petit peu... c'est ça les mauvais souvenirs de l'école. Après, il y a plein de choses ici qui ont été positives. Mais j'avoue que ça a été compliqué. Et sur la fin, au lycée, j'ai carrément développé une phobie scolaire. Donc, ah oui. Ouais, au début, tu as l'impression tu dis qu'on t'a sexualisé trop tôt. Totalement. Par exemple, j'en ai déjà parlé, mais à 5-6 ans, j'ai fait de la danse. J'ai demandé à mes parents de faire de la danse. Et directement, les réactions étaient est-ce que vous n'avez pas honte d'avoir un fils homosexuel? Quelqu'un de 6 ans. De faire de la danse. Ouais, c'est ça. Mais faut pas oublier qu'il y a certains endroits en France et un peu partout où les mentalités n'ont pas encore évolué. Et du coup, je peux comprendre aussi qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de ça. Et ça, moi, Tu les excuses déjà, ouais. Moi, j'excuse tout le monde. J'ai le pardon très facile, après, j'oublie pas. Mais j'ai le pardon facile, donc je me dis, peut-être que c'est à moi de leur donner une leçon, de leur apprendre. Et après, ils accepteront un peu plus les autres. Tu es sage. Toujours. Comment tu as fait justement pour surmonter, au moment où tu les vivais, les moqueries? Parce que là, on voit que tu as traité ça avec sagesse, mais sur le moment? Beaucoup de larmes. Je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Ma force, c'est que j'ai un caractère où j'ai jamais cherché à changer. Je suis toujours restée moi-même, j'ai continué à m'assumer telle que j'étais. Par contre, ça me pesait et je me suis un petit peu éteint. Et je pense que je me suis un petit peu vengée sur mon petit frère. Ah bon? Ouais, le pauvre. Parce qu'on se venge toujours sur les gens qu'on aime. Parce qu'on sait qu'ils nous excuseront. Qu'est-ce que tu lui faisais? C'était des petites bagarres entre frères, trucs banals, quoi. Classiques. Pas des trucs waouh, mais vraiment, c'était... Et comment t'as fait, du coup, pour dépasser tout ça? Dépasser tout ça, je sais pas, j'ai pris du recul et il y a surtout un truc qui m'a fait passer au-delà, c'est au lycée. Je suis partie en littéraire. Ouais. Et en classe littéraire, et il n'y avait que des filles. Et vu que j'étais majoritairement harcelée par des garçons... C'était des garçons qui t'harcelaient? Ouais. Je me suis retrouvée qu'avec des filles, et du coup avec un groupe super bienveillant et des gens qui étaient très ouverts et qui m'ont acceptée directement. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai compris que je pouvais être moi-même, être acceptée, et que c'était pas forcément un problème et que je pouvais bien le vivre. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Louis Albi pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. Salut Irina Capron. Bonjour Patrice. Comment ça va? Ça va très bien. Le week-end a-t-il été bon? Très bon. Je veux tout savoir aujourd'hui, c'est magnifique. Puisque je suis curieux, avoir un handicap ne devrait pas empêcher l'insertion dans la vie professionnelle. Bien évidemment. Mais c'est plus compliqué que ça. Exactement. Alors sur la plateforme Mon Parcours Handicap, il est d'ailleurs indiqué que les possibilités sont nombreuses et sont de véritables tremplins pour tous les jeunes en situation de handicap. Le gouvernement le rappelle, il y a des initiatives qui peuvent aider ces jeunes en situation de handicap, notamment l'opération Duodé qui a lieu chaque année au mois de novembre. Les jeunes en situation de handicap peuvent intégrer une entreprise pendant une journée et découvrir la réalité du métier et l'envers du décor. Il y a également le service civique pour tous les jeunes, jusqu'à 30 ans pour ceux en situation de handicap. Quelle est la réalité du marché du travail? Alors le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 14%, soit 2 fois supérieur à celui des personnes valides. D'après la loi du 10 juillet 1987, les entreprises comptant plus de 20 salariés
ont l'obligation légale de compter parmi leurs salariés 6% de personnes en situation de handicap. Mais on remarque que le taux n'est pas toujours atteint. Il est de 3,5% dans le secteur privé et de 5,6% dans le secteur public. Et la recherche d'emploi est beaucoup plus compliquée et plus longue pour les jeunes en situation de handicap. Ils mettent environ 7 mois à trouver un emploi, alors que l'ensemble des jeunes mettent environ 4 mois. Et pourtant, je le rappelle, un Français sur 6 est en situation de handicap, soit 12 millions de Français. Et c'est là qu'Arpège intervient. Exactement, l'association régionale pour l'éducation et le placement des jeunes handicapés a été créée en 2008. Alors sa principale mission est de donner aux jeunes de 15 à 30 ans en situation de handicap toutes les chances de construire leur projet professionnel et d'accéder à l'emploi. Il faut savoir que l'association a été fondée par des membres actifs du monde du travail. À l'origine, ce sont des entreprises comme Air France, LVMH ou encore L'Oréal qui se sont rassemblées pour développer justement un réseau d'entreprises afin de faire bouger les lignes en matière de formation en situation de handicap. Avec quelle mission, avec quels objectifs? Alors l'Arpège propose des modalités de rencontres et d'interventions adaptées aux besoins de chaque jeune en fonction de leur âge et de leur parcours. Donc l'association propose une découverte de l'univers professionnel avec un forum découverte des métiers, des rencontres dans les établissements scolaires ou encore des visites d'entreprise. L'objectif, c'est vraiment de créer des rencontres entre les jeunes en situation de handicap et les employeurs. Et les jeunes disposent également d'un accompagnement à la recherche de stages, d'alternance et d'emploi, mais aussi un coaching professionnel et un mentorat. Merci beaucoup, Irina. Aujourd'hui, vous êtes dans ce qu'on appelle un micro-collège. Absolument, c'est ma première année en micro-collège. Ça a été difficile de quitter la SECPA parce que c'est vraiment une section où j'ai vécu énormément de belles choses, très marquantes. Le micro-collège, c'est différent. C'est une nouvelle aventure. C'est une structure qui est naissante. On en trouve 10 pour l'instant à Marseille. Il y avait les micro-lycées qu'on connaissait un peu, il y avait à Sénart, etc. Donc 10 à Marseille. Voilà, 10 micro-collèges à Marseille et on s'inspire de ce qui a été fait, notamment pour les micro-collèges en Seine-Saint-Denis, à Amiens. Et on tente d'aller de l'avant, de faire naître une structure qui va répondre aux besoins de ces élèves-là. Micro, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, mais il y en a combien? Il y en a 15. Il y en a 15, donc c'est une structure qui ressemble en termes de nombre à ce que j'ai connu en SECPA. Et je suis l'enseignant de toutes les matières et je suis quand même entouré d'enseignants qui vont participer à des projets pour essayer de raccrocher ces élèves, tandis que moi je vais les préparer à des échéances très concrètes, brevets professionnels, CFG, histoire de trouver une orientation pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui distingue les élèves de micro-collège des élèves de SECPA? La plus grande distinction, elle est très concrète, c'est que la SECPA concerne la grande difficulté scolaire. C'est un critère institutionnel des difficultés graves et persistantes. Le micro-collège, c'est beaucoup plus hétérogène, c'est-à-dire que ça concerne tous les élèves qui ont décroché ou qui sont en voie de décrochage, c'est-à-dire qui présentent un gros taux d'absentéisme qu'on a un peu perdu de vue et qu'on va aller chercher grâce à la MLDS, mission de lutte contre le décrochage scolaire, grâce aux missions locales, au CIO, à tous ceux qui arrivent à garder un lien avec ces élèves-là. Donc si je caricature un peu, c'est l'équivalent de la frange la plus complexe des élèves de SECPA qu'on retrouve en micro-collège. C'est un peu ça, c'est plus complexe et qui va au-delà, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur la grande difficulté scolaire, on est parfois aussi sur les troubles scolaires anxieux. On a des élèves qui sont très performants, qui obtiennent des très bonnes notes. Ça, vous en parlez déjà dans les décrochés. Absolument, oui. Et pourtant, on n'était plutôt pas forcément en micro-collège à l'époque. On n'était pas en micro-collège et je ne savais pas que j'allais atterrir en micro-collège. Quand vous avez écrit le bouquin. C'est le destin. Jedi, vous avez bien vu écrit Jedi sur votre écran. Oui, mais comme Joint European Disruptive Initiative. Si je le résume, André, c'est l'ARPA européenne, encore faut-il savoir ce qu'est l'ARPA, cette agence justement de l'innovation rattachée à l'administration américaine qui a toujours poussé la recherche et le développement en matière de technologie. Vous regroupez de nombreux acteurs, encore une fois, chez Jedi, de l'innovation technologique. L'idée, c'était de se dire que finalement, importer une méthode américaine pour faire bouger le cocotier de l'innovation en Europe, c'était pas si tiré par les cheveux que ça. Oui, on va essayer de s'inspirer des meilleurs. Et aujourd'hui, cette agence, effectivement, elle est à la base de la quasi-totalité des grandes innovations qu'on a connues dans les 60 dernières années. Pensez au GPS, pensez à Internet. Internet s'appelait initialement ARPANET, donc ça vient de l'ARPA. Plus récemment, tout ce qui est les microprocesseurs, les microchips, la furtivité, le véhicule autonome, Siri dans vos téléphones mobiles. Tout ça vient de grands défis. Alors, qu'est-ce que fait ARPA
pas. Et donc, qu'est-ce que fait Jedi? C'est on lance des grands défis technologiques sur des sujets trop risqués ou trop long terme pour les entreprises, mais qui peuvent changer le monde. Et c'est notre objectif, c'est on peut se lamenter que l'Europe soit en retard, on va sûrement un petit peu en parler. J'ai l'impression que vous allez vous lamenter. Ouais. Mais on peut aussi être de manière très positive et on a essayé de regrouper la plupart des acteurs, les scientifiques, les grands fondateurs de start-up deep tech, mais aussi des industriels dans tous les pays européens et même au-delà, les Suisses, les Britanniques. Et en fait, on lance, la mission de Jedi, c'est de lancer des grands défis pour s'assurer que l'Europe soit à la hauteur et en tête dans cette course technologique. Comment ça fonctionne justement? Vous l'avez évoqué, Yannick, c'est le parti coaching, c'est le parti peut-être aussi mise en confiance? Ouais. Alors, comme je l'ai dit, on a une plateforme d'inscription. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'Arpège est en partenariat avec l'Éducation nationale. C'est-à-dire que dans chaque rectorat où nous sommes, et encore une fois, on est dans 5 régions de France, je vous les fais rapidement, Île-de-France, Hauts-de-France, Bretagne, Montpellier et Académie de Lyon. On est présent dans toutes ces zones-là. À chaque fois, il y a des rectorats. On a une convention avec le rectorat sur place. Donc, on travaille avec l'Éducation nationale et ce qu'on propose aux jeunes vient en complément des programmes scolaires. Donc, ces visites d'entreprise, par exemple, on les organise notamment avec les rectorats qui amènent des jeunes issus de classes où ils sont en inclusion ou des classes spécialisées et ils participent comme ça à nos actions. Ça peut être ça peut être effectivement du coaching. Ça se fait aussi beaucoup par Internet maintenant depuis le confinement. Donc, par exemple, vous avez une activité qui s'appelle Ma fonction, mon parcours. Donc, Patrice, vous pouvez participer pendant 1 heure. On va vous mettre sur Internet avec, je sais pas moi, une dizaine de jeunes. Vous allez raconter ce que vous faites, comment vous en êtes arrivé là. Oh, les pauvres. Voilà. Il y a des échanges, ils posent des questions et ils se projettent. Et ça, on le fait très régulièrement avec plein de gens dans différents métiers. C'est vachement bien, parce que si vous voulez devenir menuisier demain, c'est pas mal de causer avec un menuisier qui a un peu d'expérience. Voilà, c'est un exemple. On fait, je vous l'ai dit, les forums. Qu'est-ce que j'oublie? Non, je crois que j'ai tout dit. Visite d'entreprise, forum, coaching pro, mentorat. Et le mentorat, vous allez en entendre beaucoup parler, vous qui aimez l'éducation. C'est ce qui est le plus efficace. C'est la grande cause nationale depuis 2-3 semaines, décrétée par la Première ministre. Donc le mentorat, c'est associer un adulte. Alors là aussi, pour nous, c'est un salarié ou un agent d'un de nos membres avec un jeune à plus long terme. Donc c'est des petits coups de fil, du soutien moral, des petits conseils. Tiens, moi je serais toi, je postulerais comme ça. Voilà, c'est tout. C'est pas non plus, c'est pas un grand frère, c'est pas un prof, c'est pas un pion. C'est juste un ami qui vous veut du bien, j'ai envie de dire, avec lequel vous rentrez dans une relation plus proche et à plus long terme. Et voilà, ça on va le développer énormément parce que ça compte beaucoup pour les jeunes qui commencent à rentrer sur le marché du travail. D'inciter à la lecture en investissant dans des fauteuils d'écoute. Alors des fauteuils d'écoute, c'est des fauteuils quand on est comme dans une bulle, on est comme dans une bulle, donc on est isolé phonétiquement de tout le bruit qui est tout autour. Et puis on n'a pas besoin de casque. On n'a pas besoin de casque parce que le son vient directement du fauteuil. Alors moi je viens de découvrir la médiathèque intercommunale Le Cube Garges qui est magnifique. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller la voir. Et donc ils ont des fauteuils comme ça, des fauteuils d'écoute. Et vous avez la place de faire ça, vous? Oui, bien sûr que j'ai la place. Et en plus, au CDI, nous avons un jardin. Donc, les fenêtres vont être dégagées, la lumière va rentrer et on va pouvoir mettre les fauteuils face au jardin pour que les élèves puissent écouter des livres dans des positions confortables, à l'abri du regard des adultes, et puis en regardant la nature et les chats qui passent. C'est génial. Mais des livres audio, vous en avez assez? Parce que dans les CDI, on achète surtout du livre pas audio. Et des ressources papier. Alors, justement, on va s'abonner à une bibliothèque numérique inclusive qui est géniale. Donc, les élèves qui seront dans leur fauteuil auront une tablette numérique devant eux. Ils pourront soit aller sur le site auquel on sera abonné, ils pourront soit écouter le livre, soit lire le livre et en même temps l'écouter. Et en plus, ce qui est formidable, c'est qu'ils vont vraiment pouvoir personnaliser leur lecture. Donc là, quand on parlait des élèves porteurs de troubles 10, ils vont pouvoir soit changer la police, soit changer l'interligne, changer les contrastes aussi, mettre les syllabes de couleur. Donc il y a vraiment plein de possibilités. On peut mettre une règle aussi qui remplace le doigt. Ouais. Oui, il y a vraiment plein de possibilités et donc la possibilité donc, de pouvoir adapter sa lecture pour la rendre plus confortable. La European Champion Alliance, c'est une association à but non lucratif. Jusque-là, tout va bien parce que vous êtes à la fois des experts, des expertes à travailler pour, j'allais dire, le bien commun, quasiment pour le fait de faire mieux éclore ces startups, ces scale-up européennes, leur donner une véritable chance d'exister et à la fois de promouvoir un certain leadership entrepreneurial, mais aussi technologique.
Tout à fait. Donc la European Champions Alliance, comme vous l'avez dit, c'est une association à loi de 1901, donc à but non lucratif, qui a été créée en 2020 avec le but d'aider et de promouvoir aussi les startups et les scale-up européennes et de les aider à grandir plus rapidement parce qu'on a besoin de plus de champions numériques européens, des grandes sociétés technologiques qui sont leaders mondiaux sur un certain nombre de technologies. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association et maintenant on fête nos 3 ans. Joyeux anniversaire. Vous organisez le 11 mai, cette semaine, le European Champions Day 2023. Jusque-là, tout va bien. Qui sont vraiment ces champions européens que vous appelez de vos voeux ? Exactement. Donc, dans 2 jours, on a notre premier grand événement physique parce qu'on a lancé cette association pendant le Covid. Donc, on n'a vraiment pas eu la chance... Double tour de force. Voilà, exactement, de se rencontrer physiquement. Donc, on va aborder 3 thèmes lors de cette journée-là qui sont pour nous très importants, qui sont la cybersécurité, le climat, donc ce qu'on appelle le climate tech aujourd'hui, donc des technologies qui sont là pour améliorer notre empreinte carbone aussi dans le monde. Et troisièmement, la smart industry, donc la digitalisation des industries et de nos usines. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox pour voir nos émissions, les revoir en replay bien sûr sur schooltv.com. Vous nous écrivez, on vous répond, toute l'équipe et surtout Loïc. Je sais c'est ma vanne, je la préfère, mais bon, à chaque fois je la dis, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai en plus. Ce qui est sympathique, c'est que vous riez à chaque fois en fait. C'est mon petit côté bienveillant. Oui, c'est ça. Gentillet avec madame, avec la madame. À la réalisation ce soir, c'est Théo Boscar. Merci Théo. Au son, eh bien, c'est Héloïse Merlin. Le maquillage, c'est Taï Sayad et Colline Hamel. C'était 2 aujourd'hui. Voilà, rien que ça. Les belles, les merveilleuses, les extraordinaires. Oui, je lis le texte et c'est vrai, c'est écrit. Agathe Delannoy et Maguessel. Ouais, vraiment. Eh ben, je les aime, mais parce qu'elles savaient que j'allais le dire. Je les aime et je les remercie. Bravo à tous et merci à toute l'équipe de School TV. Très belle soirée.